Bonjour à tous et bienvenue en ce lundi 18h pour un nouvel épisode de Astronomer at Home. Voilà encore une nouvelle scientifique qu'on invite chez vous et avec laquelle on va pouvoir discuter pendant 1 heure. Alors discuter de pas forcément tous les sujets possibles et imaginables, hein, évidemment. Bonjour Anne, salut Mathias, bonjour Minus, c'est Adrien du Planétarium. Bonjour Christine, salut Christelle, Gray, Generali, Flims, Yo, Jeff, Chichi, Mouche, Anslade, Scoutella, Evan. Voilà, je pense qu'on a dit bonjour à tous ceux qui étaient là. Et bonjour Sandrine Codis, bonjour à toi. On va revenir juste à toi 2 petites secondes, mais avant, donc je rappelle que on se retrouve ensemble pour environ 1 heure. Est-ce que tu as un planning très très serré ou est-ce que si on déborde de 5 minutes, c'est possible à 19h? Ah oui, pas de souci. Pas de Pas de souci. planning. D'accord, pas de planning serré. Et puis, pareil, hein, donc on reste ensemble. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Hein, c'est pas un dialogue entre Sandrine et moi, c'est vraiment vous qui allez animer aussi tout ça. Dès qu'on vous aura parlé un petit peu du sujet d'aujourd'hui, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les noterai et puis on les fera remonter progressivement. Ou alors Sandrine y répondra. Je propose du coup qu'on démarre hein, tout de suite. On a dit tout ce qu'il y avait à dire. Et du coup, on va commencer comme on fait chaque fois, si tu veux bien, Sandrine. Je te laisse te présenter un petit peu, et puis on en parlait avant, tous les deux, avant de partir en live, parce que ça peut aussi intéresser les jeunes qui sont ici et qui suivent la chaîne. Est-ce que tu peux aussi nous dire donc ce que tu fais, mais aussi comment tu as fait pour être ici? Moi, j'ai souvent au planétarium des enfants qui me demandent comment on fait pour devenir astronome. Est-ce que tu peux me dire un peu ce qui t'est arrivé, ton chemin à toi pour arriver là? Voilà. Très bien. Alors, donc je suis astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique de Paris, au CNRS. Et alors, comment est-ce que je suis arrivée là? Euh, donc, il y a un mélange de... À la fois, j'ai toujours eu envie de faire ce métier, hein, et en même temps, on arrive toujours là un peu par hasard, d'une certaine façon. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que, bon, disons, j'ai toujours adoré les mathématiques depuis vraiment toute petite. Donc, ça, c'est faire quelque chose dans les sciences, c'est toujours quelque chose que j'ai eu en tête. L'astrophysique en particulier, parce que voilà, mon papa, il est astronome amateur, donc il y avait toujours un télescope à la maison, etc. Donc j'ai été sensibilisée à ça, et donc ça a toujours été un émerveillement pour moi, tout ce qui touche au ciel, à l'astrophysique, à la cosmologie. Donc, voilà, donc j'avais toujours un peu ça en tête, mais par contre, mon parcours scolaire, disons, il m'a amenée donc bon, à faire des sciences, mais j'avais pas un but en tête qui était vraiment de devenir astrophysicienne et savoir exactement quelles étaient les étapes et qu'est-ce que je devais faire pour arriver à ce but-là. C'est plutôt, en fait, je faisais ce qui me plaisait pendant mes études. Donc, j'aimais bien les mathématiques, j'ai fait un bac scientifique, donc j'ai fait un bac scientifique. Enfin, je dis j'aimais bien, mais j'adorais, en fait. C'est le terme plus Il exact. n'y a pas de honte, on a le droit. Euh, et donc voilà, donc du coup, j'ai fait un bac scientifique. Comme vraiment les maths, c'est ce qui me plaisait, les professeurs en terminale m'ont dit, ben, si tu aimes les maths, peut-être tu peux faire une classe prépa. Donc, j'ai été faire une classe prépa. Donc, j'ai continué à faire des maths et de la physique à ce moment-là. Mais encore une fois, sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Mais je savais quand même que je voulais pas être, par exemple, ingénieur ou travailler dans une entreprise. C'est pas quelque chose qui m'intéressait. Donc, j'avais quand même un peu cette idée de peut-être faire de l'enseignement ou quelque chose comme ça. Alors, effectivement, Donc, du coup, j'ai passé. c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent, on dit qu'après le bac, il y a 2 voies en général. Il y a l'université qui mène plus ou moins à la thèse et en gros à la recherche, et puis les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs qui, elles, mènent plutôt au travail d'ingénieur, donc pas forcément toujours la recherche. Donc toi, tu es parti plutôt du côté ingénieur au départ. Mais sans vouloir faire du tout quoi que ce soit qui se rapproche d'études d'ingénieur, mais c'était D'accord, vraiment juste que j'étais bonne en maths et on m'a dit va en classe prépa. Et donc j'ai dit bon, ben, on va d'accord. essayer, on verra. Donc je me suis un peu laissée porter comme ça. Et donc du coup, j'ai passé les concours. Donc il y a des concours à la fin des 2 années de classe préparatoire et j'ai eu la chance
de réussir à rentrer à l'école normale supérieure, hein. Donc, je suis montée à Paris. Donc j'étais ravie, hein, bien sûr, c'était une chance extraordinaire. Et donc, arrivée à Paris, j'ai continué à faire des mathématiques et de la physique en licence. Et puis après, comme c'est la physique théorique vraiment qui m'intéressait, moi je suis partie en master pour faire de la physique théorique, avec toujours dans l'idée que c'est la cosmologie théorique en fait qui m'intéressait. Et puis après, donc, Là, tu commençais à avoir une idée plus précise de ce que tu voulais faire quand tu es parti sur la partie physique théorique. ouais, en fait, je me suis rendu compte dans mes études supérieures que j'adorais les maths, mais en fait les maths appliquées, pas trop les maths formelles. Et comme en termes de sujet d'étude, j'aimais beaucoup tout ce qui touche à l'univers. En fait, faire de la cosmologie théorique, c'était vraiment exactement ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je joue avec des équations et des nombres toute la journée, mais c'est vraiment appliqué à un objet physique. Donc, ça correspondait vraiment à l'ensemble de mes passions. D'accord. C'était assez clair que c'était ça ou rien d'autre, en fait. Donc, du coup, Ok. c'est vraiment ça. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre dans ma vie, en fait. Mais donc, j'ai fait une thèse suite à ça, donc en astrophysique, hein, en cosmologie, pour comprendre l'étude de l'univers. Et toujours voilà, avec cet aspect plutôt modélisation, euh, vraiment théorique. Donc voilà, donc j'ai fait ma thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris pendant 3 ans. Mhm. Et donc en général, quand on finit sa thèse, ensuite on part à l'étranger ou on peut rester en France, mais on fait des contrats de recherche courts qu'on appelle des post-doctorats. Donc moi, je suis partie au Canada, à Toronto, pendant 2 ans. Et puis j'ai eu la chance, pendant que j'étais au Canada, de passer le concours du CNRS et d'être recrutée. Donc après ces 2 années au Canada, je suis rentrée au CNRS et j'ai pris donc mon poste à l'Institut d'astrophysique de Paris. D'accord. Voilà. Euh, alors c'est vrai que j'ai oublié de me présenter ta tutelle tout à l'heure, désolé, hein, c'est vrai qu'effectivement tu Ouais, travailles maintenant à l'Institut d'astrophysique de Paris. CNRS, alors tu parlais du CNRS, parfois on a certains chercheurs, astronomes, scientifiques qui nous disent bah, je fais partie du CNRS, d'autres qui nous en parlent pas, et souvent ils font pas forcément partie du CNRS. C'est quoi en gros la différence entre être au CNRS, donc le Centre national de recherche scientifique, ou ne pas être au CNRS? Il y a quoi qui change entre ces deux parties-là? alors peut-être juste si je peux, juste avant de Dis-moi, répondre à ta je t'en question, prie. je voulais juste préciser que mon exemple, c'est pas du tout un exemple canonique de qu'est-ce qu'il faut faire pour être astrophysicien. Je pense que si on demande à tous les astrophysiciens français, il y en a quasiment pas un qui a le même parcours. Voilà, je voulais juste préciser qu'on n'est pas C'est obligé de vrai. faire pareil que moi pour, pour faire ce métier. Donc du coup, oui, donc ta question par rapport au CNRS, en fait, quand on est en France, c'est un peu bon, chaque pays a un peu ses particularités. Mais donc en France, il y a 3 façons d'être astrophysicien, on pourrait dire. Il y a être chercheur au CNRS, dans une section d'astrophysique. Donc ça, c'est mon cas. Alors quand on est au CNRS, on est donc dans un laboratoire du CNRS. Il y en a un peu partout dans les villes françaises. Et la spécificité, c'est qu'en fait, on fait purement de la recherche, hein. Donc, il n'y a pas d'enseignement. Euh, on peut en faire, mais c'est en plus de notre métier de chercheur CNRS. La deuxième possibilité, c'est d'être enseignant-chercheur dans une fac. Donc voilà, dans toutes les universités françaises, il y a des enseignants-chercheurs qui partagent leur temps entre recherche et enseignement. Ceux Donc ça, qui, c'est ceux qui notre t'ont donné, possibilité. ceux qui t'ont donné des cours quand toi tu étais en master, etc. Tout à fait. Ok. Voilà, par exemple. La plupart. Après, c'est vrai que des fois, il y a quand même quelques chercheurs CNRS qui, parce qu'ils aiment l'enseignement, ont envie d'aller donner des cours de temps en temps de façon un peu bénévole. Donc ça arrive, mais disons que classiquement, c'est plutôt les enseignants-chercheurs, notamment en licence, en master, effectivement. Donc ça, c'est les deux possibilités qui sont un peu génériques à n'importe quel scientifique en France. Et en fait, quand on est astrophysicien, il y a une troisième possibilité qui est un peu particulière, qui est ce qu'on appelle le corps des astronomes. Donc en France, on peut être astronome, et c'est vraiment un corps d'État. Et là, c'est encore un peu différent. On partage son temps entre trois choses: un tiers de recherche, un tiers d'enseignement et un tiers d'autres choses qu'on appelle des tâches de service, et qui sont en fait faire des tâches qui sont utiles à toute la communauté astrophysique, en France en particulier. Donc voilà, ça peut être des tâches C'est-à-dire? parce il faut je sais pas, par exemple, s'occuper de bases de données en ligne, qui sont des bases astronomiques que les astrophysiciens vont utiliser, parce qu'il faut développer des algorithmes, des codes pour une expérience particulière, une mission spatiale, par exemple. Donc voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des tâches de service pour la communauté. Donc voilà, D'accord. il y a un petit peu ces trois choses-là. D'accord. Donc toi, là où tu es, ça te
ça te convient très bien, tu peux te consacrer à 100% à ta recherche. Ouais. Après, ça ne veut pas dire que j'aime pas enseigner. En fait, j'adore enseigner, mais l'avantage, c'est vrai quand on est au CNRS, c'est que l'enseignement, ça reste facultatif. Donc quand on a envie, eh ben, on peut aller enseigner. Et puis, bah, si on a envie de faire que de la recherche, on fait que de la recherche, mais on n'a aucune contrainte de ce point de vue. D'accord. Tu fais un peu d'enseignement, toi? Alors, en ce moment, non. Il faut dire que la situation est un peu particulière. Mais sinon, j'en ai fait. Donc, par exemple, quand j'étais en thèse, on fait souvent ce qu'on appelle des monitorats, où donc on aide par exemple pour les TD en licence dans l'université dont on dépend. Donc ça, j'avais fait ça, j'avais beaucoup aimé. D'accord. Et puis plus récemment, je donnais ce qu'on appelle des calls, donc des interrogations orales dans une classe prépa. D'accord. Euh, Les fameuses calls, ceux qui en ont fait s'en rappellent toujours. Euh, d'accord. Et ben écoute, ce que je te propose là maintenant qu'on sait bien qui tu es, ce que tu fais, d'où tu viens, on peut peut-être maintenant un petit peu parler de ton sujet de recherche. Alors j'aime beaucoup on a mis le titre en bas de la vidéo là sur la chaîne Twitch. C'est vrai que c'est un titre qui est beaucoup plus court que d'habitude, mais que je trouve très joli. On parle d'optique gravitationnelle. C'est vrai qu'on a l'habitude, parce qu'on a fait un peu à l'école de l'optique, on sait ce que c'est un peu l'optique, donc la trajectoire de la lumière dans du verre ou dans d'autres milieux. La gravité, bon, ça va bien. Et du coup, qu'est-ce que tu fais entre les deux, toi? alors donc oui, qu'est-ce que ça veut dire optique C'est ça. gravitationnelle? En fait, d'une certaine façon, souvent, ce que les gens aiment bien dire, c'est que c'est l'idée que l'univers, c'est un peu comme une loupe, hein. Donc la lumière, elle traverse l'univers et en le traversant, en fait, elle ne le traverse pas en ligne droite. À chaque fois qu'il y a donc ça, c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein. À chaque fois que vous avez un objet massif qui va déformer l'espace-temps, la trajectoire des rayons lumineux, des photons, va être aussi, déformée. Donc vous avez toute cette lumière dans l'univers qui voyage, pas en ligne droite, mais en suivant des chemins qui sont perturbés par la masse dans l'univers, des gros amas de galaxies par exemple. Et donc les, les photons que l'on reçoit, nous, sur nos télescopes, voilà, ils ont traversé l'univers le long de ces chemins, voilà, comme on peut voir sur cette image, le long de ces chemins, et ils ont été déviés. Ce qui fait que, en fait, quand on regarde une galaxie, par exemple, qui est dans une certaine position sur la voûte céleste, en fait, cette position, c'est pas la vraie position de la galaxie, mais c'est la position apparente. Et en fait, la galaxie, elle est peut-être pas exactement à cette position, mais à une position légèrement différente, mais les rayons lumineux ont été déviés entre cette galaxie et puis nous, parce qu'elle a rencontré des choses, des amas de galaxies par exemple, au cours de son voyage. Euh, D'accord. voilà, donc du coup, C'est un peu comme donc peut-être ben, quand on est sur Terre dans un désert et qu'on voit un mirage, on a l'impression de voir sur le sol des reflets de ciel qu'on prend pour une surface d'eau, alors qu'en fait c'est la lumière qui vient du ciel, dont la trajectoire est déformée et qui arrive dans l'œil par le bas, ce qui fait que nous on a l'impression qu'en bas il y a le ciel, alors qu'en fait pas du tout. C'est ça, hein, du coup c'est l'image se exactement déforme. ça. Tout à fait. Et donc, ça peut faire des déformations parfois très violentes quand vous avez des objets très massifs, comme par exemple sur ce schéma qu'on voit, il y a un amas de galaxies ici qui est très massif, donc il va potentiellement dévier beaucoup la trajectoire des photons qui le traversent. Et bien, la galaxie d'arrière-plan qu'on voit au bout de cette image, elle va être très déformée à cause de cet amas. En tout cas, l'image apparente que nous on fait avec nos télescopes. Donc peut-être on peut montrer certaines images. Je crois que on doit avoir des images prises par le C'est Hubble là. Space Telescope. Voilà, par exemple ici. Alors là, donc là, c'est vraiment un cas extrême où en fait vous avez une galaxie bleue en arrière-plan, donc de la masse très importante en avant-plan qui va déformer l'image de cette galaxie bleue. Et donc en fait, ce que vous voyez, c'est cet arc en fait qui est quasiment un anneau ici. Et cet anneau bleu, en fait, c'est une seule galaxie, mais qui a été tellement, enfin, disons, la trajectoire des photons a été tellement déviée qu'on arrive à ces images très déformées de cette galaxie bleue d'arrière-plan. Et donc voilà, quand c'est extrême à ce point-là, on a carrément un arc où en fait toutes les images, parce qu'on a souvent des images multiples de ces galaxies, toutes ces images se recouvrent et forment un arc, comme ce Je, qu'on peut voir sur cette je, image. je suis allé t'en récupérer une parce que je savais que t'en aurais besoin. Une jolie image ici, hop, voilà, d'images multiples qui peuvent être provoquées par.
par un mirage gravitationnel. Ah oui, voilà. Est-ce que tu peux nous Donc, dire où se trouvent ces images multiples là, sur cette image? alors donc on voit, bon déjà on voit un arc bleu très important, je peux pas trop montrer, en haut à À gauche. gauche. Voilà, donc là on voit vraiment l'arc très étiré. On voit une partie en bas à droite. Et alors après la troisième, donc c'est toujours par nombre impair, donc il doit y avoir une troisième Eh ben, image quelque c'est part. pas le. Donc il y a le grand arc en Mais je haut à pense que ça doit gauche. être Au sommet du grand arc, il y a une deuxième image de la galaxie bleue qui est collée au sommet de l'arc. ils se Et puis, rejoignent pour former l'arc. et puis une Mmh. troisième image de la galaxie en bas à droite de l'amas qui est bleue. Donc ça, c'est la même galaxie vue Qu'on voit 3 fois et déformée de manière différente à chaque fois. exactement, en fonction de sa position exacte par rapport à l'objet d'avant-plan, et des caractéristiques un peu de cette lentille, effectivement. Donc là, il y Donc a. là Pardon, excuse-moi. non, donc je voulais juste dire par rapport à l'image qu'on a vue avant, ce fer à cheval, comme on l'appelle, qui était carrément un anneau d'Einstein complet. En fait, il faut s'imaginer que cet anneau, il était en fait constitué de 3 images, mais c'était tellement déformé, voilà, qu'en fait les 3 images se recouvrent et forment cet anneau d'Einstein quasiment complet ici. D'accord. Voilà. Et peut-être une analogie, juste Oui, pour, faire l'analogie avec l'optique classique dont on a l'habitude, je crois que j'ai dû t'envoyer l'image du verre à vin. tout à fait. Heu, c'est assez visuel, ça c'est un petit quelque chose que vous pouvez faire, au dîner de Noël, par exemple, dans quelques jours. Prenez votre verre, s'il y a une petite bougie sur la table, vous pouvez vous amuser avec le pied de votre verre et vous verrez qu'en fait, l'image de donc la flamme de la bougie au travers du pied du verre, elle va être différente en fonction de comment vous orientez justement le pied de ce verre par rapport à la bougie. Et donc on va avoir typiquement, donc vous voyez un petit peu différentes possibilités, en fonction de l'orientation du verre. Parfois 3 images de la flamme et puis suivant comment on oriente, parfois carrément l'anneau d'Einstein complet, où ces 3 images en fait se recouvrent. Donc c'est exactement la même chose qui se passe dans le cas gravitationnel. Donc on peut s'amuser à Noël à faire des mirages gravitationnels juste Tout avec à les verres à pied qu'on aura sur la table. fait. Et voilà. Je pense que certains vont passer un très bon Noël grâce à ça. Nous avons dans le chat Ménélique qui nous gratifie d'un waouh. Effectivement, ces images de galaxies et de mirages du fin fond de l'univers sont toujours très esthétiques et très très belles, hein, c'est sûr. Euh, Anne qui va égayer ses soirées de Noël avec ton truc des verres à pied. Generali qui disait comme si on regardait avec un fisheye. Ah oui, il y a un effet de déformation et d'étirement, effectivement. Alors, c'est pas la même optique qu'un objectif fisheye, mais il y a effectivement une déformation de l'image. Donc ce Euh, qu'on peut dire peut-être, c'est que ce genre d'événement, c'est quand même assez rare, hein. Il faut vraiment des objets très, très massifs pour pouvoir courber la lumière, enfin la trajectoire des photons à ce point-là. Donc ça reste des événements, assez rares, assez uniques. En réalité, quand on regarde n'importe quelle galaxie, il y a toujours une déformation, mais elle est petite, donc on la voit pas forcément à l'œil. Là, ce qu'on a montré ici, c'est vraiment les événements extrêmes qui sautent aux yeux. D'accord. Et donc, toi en particulier, du coup, ça tombe bien qu'on revienne un peu à ton travail. Toi, tu ne t'occupes pas de ces événements très esthétiques comme celui qu'on a ici, comme on dit, de lentilles gravitationnelles fortes. Donc, on a de très grandes déformations. Mais par contre, toi, tu vas plutôt t'occuper de galaxies qui sont beaucoup moins massives qu'un amas entier et qui font donc des déformations très légères sur l'arrière-plan. Voilà. En fait, donc ce qui se passe peut-être si on reste sur le cas des lentilles fortes comme ici, ce qu'on voit, c'est que donc en fait la déformation de l'image qu'on observe, elle dépend de, tout ce qui se passe entre cet objet d'arrière-plan et nous et en particulier donc de l'objet, au milieu qui déforme la trajectoire des photons. Donc en fait, essayer de comprendre la déformation de cette galaxie bleue, par exemple ici à l'image, ça nous renseigne sur, la distribution de matière, le long de la ligne de visée. Et donc là, c'est dans un cas très extrême, mais en fait, quand on regarde n'importe quelle galaxie dans le ciel, il y a toujours eu, une petite déformation et cette petite déformation, elle est due, bon, pas à un amas de galaxies parce que c'est très rare de tomber sur un amas de galaxies, le long de chaque ligne de visée, mais elle va être due à l'ensemble de l'univers qui, bah, même si c'est pas des gros amas de galaxies,
simplement la distribution spatiale des galaxies, ce qu'on appelle la toile cosmique, elle va induire des petites déflexions de la lumière. Et donc ça va déformer l'image d'absolument toutes les galaxies de l'univers. Alors effectivement, ça va être quelque chose de beaucoup plus faible parce que la masse, elle est beaucoup moins importante, mais c'est quand même un petit effet qu'on peut tenter de mesurer parce qu'il touche absolument tous les objets du ciel, toutes les galaxies du ciel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cisaillement gravitationnel ou l'effet de lentille gravitationnelle faible. Et c'est un effet qu'on essaie de mesurer avec beaucoup de télescopes, beaucoup de relevés de galaxies, et notamment avec les futurs télescopes dont on aura peut-être l'occasion de parler un petit peu plus tard. D'accord. Alors juste pour terminer sur ces très beaux mirages gravitationnels, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, on a Gif Heureux qui demande combien connaît-on d'objets de ce type? Des beaux mirages gravitationnels. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il y en a quand même relativement peu des Alors, beaux c'est une comme ça? bonne question. Alors, je connais pas le nombre exact, ça doit se compter, j'imagine, en centaines ou alors petits milliers, mais pas beaucoup plus. Ça doit être centaines peut-être aujourd'hui, et puis on va commencer à arriver vers les milliers, je dirais, dans le futur. Mais c'est quelque chose à vérifier, effectivement. Je Mhm. connais pas le nombre de têtes comme ça. Ça reste assez faible par rapport au Ça nombre reste assez colossal de faible. galaxies qu'il y a dans l'univers. Voilà, donc par exemple, je vous parlais de l'effet de lentille faible. Donc là, on essaie de en fait cartographier toutes les galaxies de l'univers et de prendre des photos pour mesurer leur forme et voir si elles sont déformées. Quand on fait un relevé de galaxies de ce type-là, là, c'est plusieurs dizaines de millions de galaxies qu'on observe des effets, des tout petits mirages gravitationnels, mais sur des dizaines de millions d'objets, hein, donc c'est pas du tout les mêmes chiffres. Et dans le futur, ce sera même encore plus parce que, peut-être tout à l'heure, on parlera de la mission Euclide, hein, qui sera un télescope de l'ESA dans quelques années. Là, on parle carrément de 2-3 milliards de galaxies, hein, qui vont être prises en photo pour mesurer cet effet de mirage gravitationnel faible. Donc on est en train de parler, là, pour le coup, d'une statistique très importante. Alors, est-ce qu'il y a un lien ou pas? Je te pose la question maintenant parce que j'imagine que de toute façon, à un moment ou à un autre, on va l'aborder. Au tout début, l'une des premières questions qui avait été posée, mais j'avais peur que ça soit un petit peu tôt au début, Elf Anonito qui nous demandait qu'est-ce que la matière noire? Alors moi, je vais rajouter, est-ce qu'il y a un lien avec ce que tu fais? Alors, il y a un lien très très étroit en réalité, puisque faire de l'optique gravitationnelle, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, essayer de comprendre comment se distribue la matière dans l'univers. Et comme vous le savez peut-être, la matière dans l'univers, c'est en fait essentiellement pas de la matière qu'on connaît, hein, ce qu'on appelle, alors en astronomie, on parle de matière baryonique, ça veut dire la matière qui émet de la lumière, qu'on connaît tous, qui nous constitue ici sur Terre. En fait, ça, c'est une toute petite fraction de la matière totale dans l'univers. Il y a une grande partie de cette matière qu'on n'est pas capable d'observer euh, grâce aux photons, grâce à la lumière, et c'est ce qu'on appelle la matière noire. Euh, et donc, justement, faire de l'optique gravitationnelle, c'est nous permettre de comprendre la distribution de matière totale dans l'univers, parce que toute forme de matière, tout ce qui a une masse, induit cet effet de mirage gravitationnel. Et donc, en fait, faire de l'optique gravitationnelle, c'est justement essayer de comprendre comment se répartit cette fameuse matière noire dans l'univers. Essayer aussi d'en connaître un peu mieux les propriétés pour pouvoir comprendre quelle est sa nature. Donc c'est très très relevé. Alors, du coup, Chichi 2029 ne pouvait pas poser une question plus à propos, puisque justement sa question c'est a-t-on détecté des effets de l'antigravitationnel sans voir la matière responsable? Est-ce que ça permet de voir la matière noire? Donc c'est exactement ce que tu viens de dire. Exactement ça. Tout à D'accord. fait. J'aurais une autre question pour toi. Tu disais tout à l'heure que, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser vous aussi. Hein, on les fera remonter bien sûr. Tu disais tout à l'heure que dans ce que toi tu étudies, donc les lentilles gravitationnelles faibles, tu disais que c'était que l'effet était très faible, mais qu'il était distribué sur toutes les galaxies, enfin sur beaucoup de galaxies. Du coup, comment est-ce que tu fais pour détecter qu'il y a une variation dans la mesure où tout bouge? Dans la mesure où, comme l'image est déformée partout, comment au final tu sais qu'elle est déformée, puisqu'elle est déformée partout? Il y a pas de référence. Excellente question. Parce que donc, une galaxie, c'est pas un objet par exemple sphérique, qui donc s'il est déformé, on le voit tout de suite. Une galaxie, ça a une forme, et bon, ça peut avoir un peu n'importe quelle forme et n'importe quelle orientation. Et cet effet de l'anti-âge gravitationnel faible, il est petit. Donc en fait, quand je dis petit, ça veut dire de l'ordre de 10%. Donc c'est vraiment, quand on voit un objet, ce qu'on voit principalement, c'est juste la forme de la galaxie telle qu'elle était initialement. Mhm. Et la petite contribution qui vient de cet effet d'optique gravitationnelle est vraiment très faible. Alors comment est-ce qu'on peut l'observer quand même? Eh bien parce que si on regarde deux galaxies qui sont proches l'une de l'autre,
elles vont être déformées par cet effet de l'anti-âge gravitationnel un petit peu de la même façon. Alors que pourtant, leur forme à elles, intrinsèquement, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, ce qu'on essaye en fait de voir, c'est des petites déformations, oui, mais qui sont cohérentes dans l'espace. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de détecter, des galaxies déformées de façon cohérente dans l'univers. Et donc ça, il faut des gros ordinateurs pour pouvoir analyser toutes ces données et pouvoir justement mesurer ces effets cohérents de Et déformation. est-ce que tu peux repréciser ce terme de cohérence? Parce que je suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire une déformation qui soit cohérente? Cohérent, ça veut dire que si j'ai deux galaxies très proches qui vont émettre des photons, les photons ils vont traverser la toile cosmique pour arriver jusqu'à nous. Et comme ces galaxies elles sont très proches, les photons ils vont voir à peu près la même chose de l'univers en fait. Donc ils vont être déformés à peu près de la même façon. Et donc les deux galaxies en question, elles vont avoir des déformations qui se ressemblent. Donc elles vont avoir tendance à s'aligner un petit peu l'une avec l'autre. D'accord. Et donc en mesurant comment les galaxies s'alignent localement les unes avec les autres, ça nous permet de dire si elles sont alignées, c'est parce qu'il y a eu un effet de l'anti-âge gravitationnel qui les a déformées un petit peu dans le même sens. Et donc c'est D'accord. ça qu'on essaye de mesurer. Ok. Euh, on a une question de Robin. J'imagine que c'est Robin qui est ici, donc de la chaîne Tout se comprend, qui fait aussi d'ailleurs au passage d'excellents lives que je vous conseille évidemment d'aller voir, qui demande est-ce que 1 kilo de matière noire déforme l'espace-temps de la même manière qu'un kilo de matière baryonique? Alors, excellente question. Et donc, en effet, en relativité générale, ce qui compte, c'est la masse. C'est la masse qui va déformer la trame de l'espace-temps. Et que ce soit 1 kilo de matière baryonique ou 1 kilo de matière noire, la déformation sera exactement la même, effectivement. Donc Et donc, on c'est peut bien pour ça. on peut pas séparer la matière noire de la matière baryonique classique par la déformation qu'elle induit sur l'espace-temps. Non, tout à fait. Par contre, on peut les différencier par rapport à ce qu'on va observer à l'œil. Donc, la matière baryonique, elle, va émettre quelque chose. On va pouvoir observer, par exemple, une galaxie. Par contre, la matière noire, elle n'émet rien et donc on ne peut pas l'observer. D'accord. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas noire, parce que si elle était noire, on la verrait, hein, parce qu'elle cache les galaxies. Elle n'est pas noire, elle est transparente en fait, la matière noire. Exactement. Tout à fait. En fait, on devrait l'appeler matière transparente. Ouais, C'est quelque chose qui mat- transparent, se dissout, ou par matière exemple, mais elle est invisible peut-être. matière invisible ou matière transparente. Euh, on a Christine qui demande peut-on reproduire en laboratoire les mirages gravitationnels? Peut-on reproduire en laboratoire les mirages gravitationnels? Donc, on peut faire une analogie avec l'optique classique et donc faire des genres d'expériences analogues. Mais par contre, de l'optique gravitationnelle stricte, j'ai du mal à voir comment on pourrait. Là, on est vraiment en train de parler d'échelles cosmologiques, c'est-à-dire d'échelles qui sont vraiment très très grandes et pas du tout de choses qu'on peut observer à petite échelle. Euh, D'accord. je sais pas si tu as quelque chose à dire pour compléter, mais je ne sais pas exactement Bah, ce en qu'on fait, entend. je pense que ça dépend de ce qu'on entend par reproduire en laboratoire. Si la question est peut-on recréer des galaxies sur le coin d'une table pour arriver à faire des mirages? Bah évidemment non, vu qu'une galaxie c'est infiniment grand. Euh, Par contre, si on parle de reproduire l'effet in silico, on peut le faire. C'est-à-dire dans un ordinateur, en Tout à fait. simulation, on peut bien dire que ça, c'est reproduire en laboratoire les mirages gravitationnels. Ça, tu le fais, ça. Effectivement. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait énormément. Donc faire des grandes simulations numériques déjà de l'univers, essayer de comprendre la formation des galaxies dans l'univers, la formation de cette toile cosmique, donc de la répartition de la matière dans l'univers, et puis ensuite essayer de comprendre comment les photons peuvent voyager à l'intérieur de ces simulations numériques comme ils le font dans l'univers, et comprendre comment les objets sont déformés. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, mais qui sont en fait assez récentes. Il a fallu quand même attendre pas mal de temps que la puissance des ordinateurs nous permette de faire ce genre de calcul. Et donc là, on est vraiment dans des années qui sont fastes dans ce domaine, parce qu'on arrive enfin à simuler des très grands volumes d'univers, parce qu'on a besoin vraiment de très grands volumes ici. On parle de milliards d'années-lumière, donc des très grands volumes avec... en même temps, on veut aussi, dans ces très grands volumes, être capable de comprendre comment les galaxies vont se former, comment la matière va se distribuer, et puis ensuite comment les photons vont voyager. Tout ça, c'est en termes de calcul numérique, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de puissance. On a besoin vraiment des supercalculateurs pour le faire.
Et c'est vraiment quelque chose qu'on fait aujourd'hui et qui est nécessaire pour ensuite comprendre les observations que l'on fait. Je crois que tu m'avais donné une image que je vais charger ici. Est-ce que c'est de ça que tu parles? Voilà, tout à fait. Alors là, vous avez, une simulation qui a été faite par mon collègue de bureau à l'IAP qui s'appelle Yoann Dubois. Donc cette simulation s'appelle Horizon AGN et là, ce que vous voyez, c'est, la simulation numérique d'un morceau d'univers. Donc de mémoire, je crois que c'est de l'ordre de 400 millions d'années-lumière de côté. Et donc vous voyez, en fait, chaque point que vous voyez, les petits points bleus, chacun, c'est une galaxie. Et donc vous voyez, que ces galaxies, elles sont pas réparties, de façon isolée et uniforme. En fait, elles forment cette toile cosmique, donc vous voyez tous ces filaments qui les rejoignent les unes avec les autres. Et donc c'est ces grandes structures-là qui vont induire ensuite, ces mirages gravitationnels dont on parlait. Voilà, et donc dans D'accord. une simulation comme ça, en effet, on a modélisé l'effet de l'anti-âge gravitationnel. Donc en fait, on a imité, comment est-ce que les photons de ces galaxies qu'on voit ici voyageraient dans l'univers pour arriver jusqu'à notre œil et puis et générer en fait ce qu'on appelle des fausses cartes de l'antigravitationnel avec ce genre de simulation numérique. Est-ce que tu peux confronter ces résultats avec l'observation? Est-ce que c'est confrontable? Est-ce que c'est assez précis pour pouvoir comparer l'un et l'autre? Tout à fait. Donc en fait, c'est exactement le but de ces simulations numériques, c'est de pouvoir dire est-ce que les observations que nous faisons de l'univers sont compatibles avec notre compréhension du modèle de la cosmologie que l'on met dans nos ordinateurs. Donc on prend un modèle cosmologique, ce qu'on appelle le modèle lambda CDM, donc avec de la matière noire, de l'énergie sombre, de la matière baryonique, les équations d'Einstein de la relativité générale. Donc, ici, c'est en fait de la relativité newtonienne, mais on les met dans un ordinateur, on laisse l'ordinateur simuler l'univers avec ces ingrédients-là, et ensuite on compare euh, ce qu'on observerait, disons, dans la simulation numérique avec ce qu'on observe en réalité avec notre télescope. Et soit ça fonctionne et ça correspond, et dans ce cas-là, on dit qu'on est en accord avec le modèle concordant de la cosmologie, soit on trouve des désaccords, et donc c'est là qu'il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des désaccords. Donc c'est exactement le jeu auquel jouent les cosmologistes tous les jours aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que toi, enfin, ce que vous simulez dans les ordinateurs. Et puis ensuite, on a plutôt des observations cette fois-ci, comme cette jolie carte qui est ici, le SDSS, qui est magnifique, alors qui est peut-être sur une moins grande distance que l'autre. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Donc ça, c'est pas une simulation, hein. Non, alors donc ça, c'est une cartographie de galaxies dans l'univers autour de nous. Donc nous, on est au centre, ici, de ce cercle. Et avec le SDSS, on a observé dans différentes directions autour de nous. Donc il y a cette forme de papillon parce qu'on a observé à l'intérieur de ce papillon, en fait. Et on a observé des galaxies. Donc là, euh, il y a plusieurs choses en fait dans cette image. Quand on observe une galaxie, on arrive à trouver sa position déjà sur la voûte céleste. Ensuite, il y a la question de savoir où est-ce que cette galaxie elle est positionnée par rapport à nous. Donc, quelle est sa distance radiale, donc la distance qui la sépare elle de nous. Euh, donc ça, c'est une question qui est pas évidente. Et donc pour essayer d'y répondre, ce qu'on peut faire, c'est prendre des spectres de ces galaxies. Et quand on regarde le spectre d'une galaxie, en fait, il va être décalé plus ou moins vers la rouge en fonction de sa distance par rapport à nous. Ça, c'est dû à l'expansion de l'univers. C'est un genre d'effet Doppler, on pourrait dire. Et donc, en mesurant les décalages des spectres de ces galaxies, on arrive à savoir à quelle distance elles sont de nous. C'est pour ça que sur cette image, ce que vous voyez écrit, c'est redshift Z, ça veut dire le décalage vers le rouge. En fait, vous pouvez voir ça comme une distance par rapport à nous. Et donc, avec ces outils, on est capable d'avoir une cartographie tridimensionnelle, donc pas seulement les positions des galaxies sur la voûte céleste, mais en 3 dimensions. C'est C'est-à-dire comme non ça qu'on a... seulement sur la voûte céleste, mais en profondeur. C'est ce qu'on voit, c'est-à-dire la distance de ces galaxies. On est d'accord que là, plus c'est rouge-orangé, plus ça veut dire qu'il y a un grand nombre de galaxies, hein, c'est ça? Alors, je ne me rappelle plus le code couleur, mais C'est-à-dire que ça là où doit c'est être... noir, il n'y a pas de galaxies, et là Oui, où là où c'est c'est noir, jaune, voilà, et la là où couleur du point, ça doit être là où il y en a le plus, sans doute. ok, et là où c'est On voit jaune-orangé, que il y dans en a les beaucoup moins. amas, c'est un petit peu plus orange, oui, tout à fait. Et du coup, si on compare avec ta simulation sur ordinateur, on voit bien qu'effectivement, donc dans l'univers, il n'y a pas des galaxies partout. Ces espèces de filaments dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas juste
un artefact de l'ordinateur qui permet de s'amuser à placer les galaxies comme ça sur des espèces de lignes qui entourent des zones beaucoup plus vides. Mais ce qu'on voit sur l'ordinateur, on le voit aussi dans la réalité, on retrouve ces filaments de galaxies qui entourent des zones très très vides. Tout à fait. Donc on retrouve la même chose. Alors si on voulait faire exactement le pendant entre ces deux images, en fait dans la simulation numérique, il faudrait juste mettre des points à toutes les petites galaxies bleues que je vous montrais tout à l'heure. Là, dans l'image de la simulation que je vous ai montrée, en fait ce qu'on voit c'est le gaz qui Attends, j'y relie reviens. Là. les galaxies entre elles. Voilà. Donc, on voit donc ces petits points bleus ou roses qui sont les galaxies, et puis on voit des filaments de gaz qui les rejoignent les unes avec les autres. Alors, ces filaments de gaz, ils ne sont pas dans les cartes du SDSS qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est prendre cette image de la simulation, garder uniquement les points qui sont les galaxies, et ça forme effectivement cette toile cosmique dont on est en train de parler, que l'on voit également dans les observations du SDSS. Oui, parce que du coup, dans ta simulation, on peut mettre en évidence visuellement des phénomènes qui, à l'observation, sont quasiment invisibles. Entre autres, le gaz qui se trouve entre les galaxies. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est une des questions très importantes, c'est de comprendre ce que sont ces filaments de gaz potentiellement froids qui alimentent les galaxies. Parce qu'en fait, quand on fait une observation comme celle du SDSS, donc on voit des points à chacune, où sont les galaxies, on a l'impression qu'elles forment comme un réseau, mais il n'y a aucun lien entre elles a priori. Ce que la simulation nous montre, c'est qu'en fait, il y a un lien entre elles, qui sont ces filaments de gaz qui vont nourrir les galaxies en réalité. Mais qui ne Et sont donc pas tout un lumineux. des enjeux, mais qui voilà, ou faiblement. Donc on a réussi à observer dans des conditions vraiment très précises. Mais c'est vraiment un des enjeux aujourd'hui, c'est de mieux comprendre justement cette alimentation en gaz des galaxies par le biais de ces courants que l'on voit ici. Donc ça, c'est D'accord. un des grands enjeux de l'astrophysique aujourd'hui. On avait Chichi tout à l'heure aussi qui disait du coup si avec ces effets de lentille gravitationnelle faible on peut remonter à la distribution de matière noire, est-ce que ça veut dire que tu peux faire une carte de cette matière noire comme on fait des cartes, on l'a vu là, de la répartition de la matière normale? Tout à fait, exactement. Donc, quand on fait des observations, c'est ce qui est fait aujourd'hui dans les relevés de galaxies, comme par exemple un relevé qui s'appelle le Dark Energy Survey. C'est juste un exemple parmi d'autres, où justement, en mesurant ces effets d'optique gravitationnelle faible, on est capable d'apprendre où se trouve la matière noire dans l'univers, et on est capable donc de produire des cartes, ce qu'on appelle des cartes de masse, c'est-à-dire en fait des cartes, on pourrait dire, de la distribution de matière noire, en fait de la matière totale dans l'univers. Et donc ça existe effectivement, des cartes de ce genre-là. Et ensuite, on essaie à partir de ces cartes de comprendre si c'est en accord avec notre modèle cosmologique, qu'est-ce que ça nous dit sur ce modèle, et sur est-ce qu'il y a besoin d'aller au-delà du modèle concordant. D'accord. Donc on sait toujours pas ce que c'est, mais on sait où elle est. C'est ça, tout à fait. D'accord, c'est quand même dingue. Juste Et pour, c'est encore plus dingue, peut-être, si je peux dis-moi. Non, rajouter. non, je t'en prie, je t'en prie. Ce qui est toujours frappant, moi, je trouve, de penser, c'est que, par exemple, donc il y a beaucoup d'astrophysiciens qui travaillent sur faire des simulations numériques de l'univers. Donc, on a vu un exemple ici. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que le plus simple à modéliser pour un simulateur, c'est comment la matière noire évolue dans l'univers. Donc, un univers avec que de la matière noire, c'est très facile à mettre dans un ordinateur. Et en fait, quand on commence à rajouter ce qu'on appelle des baryons, donc de la matière lumineuse comme celle qui nous constitue, là, tout d'un coup, tout est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que le gaz, hein, en fait, il y a des collisions possibles, il y a toute la thermodynamique qui rentre en jeu du gaz, ensuite tous les processus astrophysiques à l'intérieur des galaxies, ce qu'on appelle les phénomènes de rétroaction, par exemple des trous noirs, ce genre de choses. Tout ça, c'est des choses beaucoup plus compliquées, qui demandent beaucoup de temps de calcul, et d'ailleurs qui sont aussi parfois souvent des questions encore ouvertes, hein, sur lesquelles on n'a pas encore tranché. Et donc finalement, c'est la matière que l'on croit connaître, la matière baryonique, qui est vraiment la plus difficile à mettre dans un ordinateur. C'est quand D'accord. même assez étrange. C'est assez paradoxal. Et justement, pour revenir sur ces fameux filaments de gaz, hein, du coup, ça a provoqué
quelques questions que je vais te faire remonter. On a Yo38442 qui demande, donc justement, là on disait qu'autour des galaxies, elles sont entourées de gaz dans ta simulation. Et donc Yo demande, et ce gaz serait principalement de l'hydrogène et de l'hélium, ou on ne sait pas encore? Non, effectivement, c'est ça, tout à fait. C'est exactement ça. Donc l'univers reste quand même dans ta simulation, largement fait d'hydrogène avec un Tout à peu fait. d'hélium. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on peut peut-être parler de la répartition entre ça et tout le reste de la matière, c'est pas du tout la même chose. Hein. L'univers, c'est l'hydrogène si on prend de la matière Ah oui, baryonique classique. essentiellement. Oui, oui, essentiellement, bien sûr. Parce qu'en fait, les autres éléments, ils se retrouvent dans des régions très spécifiques. Hein, donc les éléments après, ils vont se retrouver, par exemple, typiquement produits par des étoiles. Donc on est vraiment dans des régions très petites. En fait, globalement, dans l'univers, on est constitué principalement d'hydrogène, effectivement. C'est D'accord. le principal. Et Encelade qui a tiqué sur un Ah terme sur oui. lequel j'ai moi aussi tiqué. Tout à l'heure, tu m'as dit oui, la relativité générale dans la simu, non, on s'en fiche. On va faire de la relativité newtonienne. Alors c'est vrai que quand on lit un peu tout autour de nous des bouquins de vulgarisation scientifique, on nous dit bah, soit on a la mécanique newtonienne, la vieille, qui marche très bien dans le système solaire et on n'a pas besoin de plus, soit quand on parle de cosmologie, bah, là on est obligé d'introduire la relativité générale d'Einstein. Qu'est-ce que c'est que cette relativité newtonienne? Oui, alors c'est excellente question, effectivement. Donc ce qui se passe, c'est que euh, on simule pas tout avec notre ordinateur. La première chose, c'est qu'en fait, l'univers, si on le regarde globalement, on sait comment est-ce qu'il va évoluer. Donc, on part typiquement du Big Bang, enfin, en tout cas, il y a très longtemps. Ensuite, l'univers, il va être en expansion, puis en expansion accélérée aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution d'arrière-plan. Donc, si l'univers était complètement homogène et isotrope, voilà ce que serait son évolution. Ça, on connaît ça très bien. On n'a pas besoin d'un ordinateur pour le calculer. Ce que l'ordinateur, il va faire, il va dire de cet univers complètement homogène et isotrope, on va rajouter des toutes petites fluctuations de densité et on va regarder comment ces petites fluctuations de densité vont évoluer au cours du temps. Et donc, ce qui se passe quand je dis on met on met pas de la relativité, on met uniquement de la gravitation newtonienne dans les ordinateurs, en fait, ce qui se passe, c'est que l'arrière-plan de l'univers qui évolue, celui-là, c'est bien entendu une évolution qui est gouvernée par la relativité générale. Par contre, les petites fluctuations de densité, comme on parle de densités qui sont relativement faibles et qu'on est vraiment à l'intérieur de l'horizon, on n'a pas besoin de relativité générale pour les calculer à ces échelles-là. Donc là, on peut utiliser simplement de la gravité newtonienne pour pouvoir regarder l'évolution de ces structures. Alors, ce n'est pas exact. Il y a toujours des petites corrections relativistes qui ne sont pas prises en compte, mais c'est quand même des choses sous-dominantes. Il commence à y avoir des simulations qui sont capables de faire quelque chose qui soit complètement relativité générale. C'est extrêmement coûteux et pour l'instant, les résultats que nous avons, c'est qu'en fait, vraiment, la contribution relativiste, elle est très très faible pour comprendre juste les petites perturbations. D'accord. Donc en fait, il n'y a pas d'outil ultime. En fait, c'est un peu comme quand on est au jardin, on va adapter l'outil au travail qu'on veut faire. Ça sert à rien de casser une noix avec un marteau-piqueur. Un petit marteau le fera aussi bien et inversement, quoi. C'est-à-dire que tu vas adapter l'outil mathématique à ce que tu vas étudier. Si tu n'as pas de gravité trop forte, la mécanique de Newton marche aussi bien que la relativité générale, mais par contre l'avantage c'est que ça te permet d'économiser du temps de calcul. Tout à fait, c'est exactement ça. Typiquement, la résolution de ces simulations que je vous montre, c'est quelques milliers d'années-lumière. Euh, les effets relativistes, ils peuvent apparaître, mais à des échelles plus petites. Par exemple, si on s'approche d'un trou noir, il faut s'approcher vraiment beaucoup de ce trou noir pour commencer à avoir des effets relativistes. On n'est pas du tout en train de parler de milliers d'années-lumière, c'est vraiment quand on est très très proche. Donc nous, à la résolution à laquelle on est, on n'a pas besoin de ces effets-là. C'est pour ça que je dis que c'est très très faible. Et de la même façon, pour en avoir besoin, si on commençait à regarder vraiment des choses proches de la taille de l'univers, là on reste quand même sur des perturbations qui sont plus petites. Et donc on est vraiment dans un régime un peu entre les deux où la gravité newtonienne est suffisante. D'accord. J'ai d'autres questions, hein, je continue? Parce que là Allez. t'as vraiment un public qui est pendu à tes lèvres. Robin, justement, demandait, alors là on change un petit peu, hein, tu nous dis si c'est ton domaine ou pas, demandait si on peut mesurer cette fameuse matière noire sur Terre
comme on la détecte dans l'univers? Est-ce qu'on peut en avoir dans le laboratoire sur le coin d'une table? Alors, je ne sais pas très bien ce que veut dire la question. Si la question c'est est-ce qu'il y a potentiellement de la matière noire sur Terre? Oui, c'est possible, mais c'est pour ça qu'on fait des expériences de physique des particules, par exemple, sur Terre, dans des accélérateurs, pour essayer de voir si on arrive à produire, ou en tout cas de détecter des particules de matière noire dans nos laboratoires. Donc ça, c'est un des espoirs, c'est effectivement ça. Par contre, voir des effets gravitationnels à notre échelle, ça Je, non, malheureusement. je pense que la question c'était plus détecter des particules de matière noire. On est d'accord que à l'heure actuelle, pour l'instant, toutes les expériences qui ont tenté de le faire n'ont pas réussi. Pour l'instant, on n'a pas réussi. Alors l'espoir, c'est que ça arrive bientôt. Alors à chaque fois que dans une expérience de physique des particules, on commence à voir quelque chose d'un peu anormal, il y a beaucoup d'excitation autour de peut-être on a enfin découvert la particule de matière noire. Alors pour l'instant, ça n'a jamais été confirmé, mais il y a des petites anomalies qui commencent à apparaître par-ci par-là, et donc peut-être de l'espoir pour un avenir assez proche, on verra. On est d'accord qu'un résultat négatif est tout aussi intéressant qu'un résultat positif, hein, on le rappelle. Ah, tout à fait, parce que justement, avoir des résultats négatifs, c'est nous montrer tout ce que la matière noire ne peut pas être. Donc on dit on réduit l'espace des paramètres, hein, parce que, et donc ça c'est très important, parce que quand on commence à faire des modèles de matière noire, par exemple en pensant que la matière noire c'est une particule, il y a plein de possibilités. Donc à chaque fois qu'on fait des observations et qu'on enlève certaines de ces possibilités, on avance énormément d'un point de vue théorique, puisqu'on réduit le champ des possibles finalement. D'accord. Comme dit Tutard, la matière noire c'est un peu le Dahu de la physique. Alors, je sais pas si, enfin, du côté de la Savoie, des Alpes, on l'a bien. Après, je sais pas si tout le monde l'a, mais effectivement, c'est un peu cet animal mythique que tout le monde cherche et que personne ne trouve jamais. Une autre petite question qui elle aussi est assez intéressante, c'est P. Borel qui nous dit bah, finalement quand on a un rayon lumineux qui vient d'une galaxie très lointaine, du coup il a été perturbé par plein de phénomènes gravitationnels, du coup l'image qu'on en a une fois arrivé sur Terre peut être parfois très déformée, en tout cas au moins légèrement, et du coup avec toutes ces déformations, comment est-ce qu'on peut encore arriver à localiser une lentille gravitationnelle. Donc alors j'imagine qu'il veut dire comment est-ce qu'on peut encore localiser la galaxie dont l'image a été déformée, dans la mesure où elle a été tellement déformée. Comment on arrive à dire bah, elle est à telle distance alors qu'en fait son image est complètement euh, ne ressemble plus à rien. Alors bon, ça dépend un peu de quel cas on est en train de parler, mais dans le cas de l'optique gravitationnelle faible, donc les images, elles sont très peu déformées, donc on n'est pas dans un On n'a régime pas de où souci. on ne voit plus rien. Et puis de toute façon, qu'est-ce qui nous donne une information sur la distance de la galaxie qu'on est en train d'observer? C'est de prendre par exemple son spectre, ou en tout cas de faire de la photométrie dans certaines bandes. Donc ça, le fait qu'elle soit un petit peu déformée, c'est pas du tout un problème. Et donc là, c'est pas ça qui est gênant. Alors après, je ne sais pas si la question c'était exactement ça, ou si c'était de savoir comment est-ce qu'on peut comprendre la distribution de matière noire, sachant qu'en fait, il y a plein de choses qui contribuent tout le long entre la galaxie qu'on observe et nous. Si la question te paraît pertinente, je t'en prie. Donc en fait, effectivement, hein, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas une lentille qui va créer cet effet de mirage gravitationnel. En fait, c'est effectivement des contributions qui viennent d'un peu partout entre la galaxie qu'on observe et nous. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, si on faisait qu'une observation, on ne pourrait pas dire grand-chose. Mais comme on a plein d'observations avec plein de traceurs et des galaxies d'ailleurs à plein de redshifts différents, c'est toute cette information mise ensemble qui nous permet de comprendre la distribution de matière tout le long de la ligne de visée. En astrophysique, on appelle cela de la tomographie, donc c'est la tomographie cosmologique si on veut. Ah bah c'est Mais c'est comme les rayons X qu'on fait à l'hôpital alors. exactement, c'est ça. Donc tu passes l'univers aux rayons X en fait. C'est un peu ça, sauf qu'ici, c'est pas des rayons X, mais c'est de l'optique Incroyable. gravitationnelle. D'accord, ça marche. Euh, ok, donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions de tout le monde, c'est chouette. Quelle heure est-ce qu'il est? Ah, il est 18h50 quand même, ça passe tout ça. Je crois que juste avant de terminer, tu voulais aussi nous parler justement un petit peu de ces télescopes présents et futurs qui vont continuer à observer l'univers et sur lesquels je crois tu vas aussi un peu travailler. Il nous reste une dizaine de minutes, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu?
Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, j'ai un petit peu parlé de certains exemples de relevés de galaxies qu'on a. Donc, par exemple, le Dark Energy Survey, que j'ai évoqué tout à l'heure. On en a quand même comme ça quelques autres, hein. Donc qui sont des relevés qui sont faits à partir du sol, et qui, voilà, typiquement, vont observer de l'ordre de, quelques, dizaines de millions d'objets, au maximum et sur des surfaces, du ciel qui sont, d'une taille relativement modeste. Donc la prochaine étape, c'est ce qu'on appelle les générations 3 des relevés de galaxies. Et notamment, il va y avoir plusieurs types d'expériences. Euh, Déjà, un télescope de l'Agence spatiale européenne qui va être lancé dans l'espace, qui s'appelle Euclid. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir observer déjà quasiment toute la voûte céleste. Bon, pas tout à fait un tiers, mais c'est quasiment pareil pour nous. Puisque bien sûr, on ne peut pas observer ce qui se passe, par exemple, dans le plan de la Voie lactée, mais donc tout ce qui est observable sera observé. Et donc, en termes de nombre de galaxies, on est en train de parler, je vous le disais tout à l'heure, de quelque chose comme 2-3 milliards d'objets, qui vont être observés avec ce genre de télescope. En Sur un plus, temps sur un temps d'utilisation de combien? alors combien est-ce que c'est? Ça doit être de l'ordre de 5 ans, quelque chose comme ça, c'est quelques années. D'accord. D'utilisation. Donc voilà, le lancement, il devrait avoir lieu en 2022, en principe, de Kourou, si tout va bien. Si on arrive à construire tous les instruments, parce que là, on est vraiment à la fin de la construction des instruments, aux tests, etc. On espère que tout va bien se passer. Donc voilà, donc ça devrait être un lancement en 2022, et puis voilà, quelques années d'acquisition de données pour pouvoir observer ces milliards de galaxies. Euclid, c'est pas le seul instrument de la sorte qui va cartographier la matière noire dans l'univers. Il y a aussi des projets au sol, et en particulier le grand projet Sol qui est en train d'être construit et qui va bientôt commencer à prendre des données. C'est ce qu'on appelle l'observatoire Vera Rubin aux États-Unis. Donc là, on est au sol. C'est un observatoire qui va, pareil, faire un très grand relevé du ciel pour pouvoir mesurer cette optique, ces effets de lentille gravitationnelle faible sur un très grand nombre d'objets. Donc on va avoir vraiment dans les toutes prochaines années, le futur très très proche, deux très beaux programmes d'observation qui vont vraiment nous permettre un saut très important dans le nombre voilà, d'objets qu'on va observer et donc dans notre compréhension de la répartition de la matière noire dans l'univers. Je te mets aussi Ah, justement, ouais, le télescope Vera Rubin là, qui est en parfait. construction, hein. Exactement, c'est ça. Donc ça doit être fini sans doute la Oui, je construction. crois Ou qu'il est maintenant fini. Là c'était il y a quelques temps déjà. ça doit être cet été peut-être ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc on a finalement à la fois des télescopes au sol qui vont faire ces, ces- ces surveillances de galaxies et puis les télescopes spatiaux comme celui qu'on a vu juste à côté. Donc Euclide, hein, c'est celui-là que tu nous montrais. Ils sont, j'imagine, complémentaires, hein, parce que sinon on les utiliserait pas comme ça, c'est ça? Tout à fait. Donc, Quel est l'avantage et l'inconvénient de chacun? alors, donc il y a plusieurs choses. Donc déjà, vous voyez que si on est dans l'espace ou au sol, forcément, on va avoir des effets observationnels différents. Donc quand on est au sol, il faut traverser l'atmosphère. Donc on a des perturbations atmosphériques. Il y a des choses qui se passent au niveau des images qui vont être très différentes d'une imagerie dans l'espace. Par contre, quand on est dans l'espace, ben, il faut être capable d'embarquer un télescope. Donc on ne peut pas faire des télescopes de 40 mètres dans l'espace. Ça, c'est pas, c'est pas Eh encore oui. possible. Voilà. Donc forcément, il y a un compromis à trouver entre avoir des très très grands miroirs et donc collecter beaucoup de photons, mais par contre être embêté par tout ce qui se passe dans l'atmosphère ou envoyer dans l'espace, mais donc avoir une optique un petit peu plus petite effectivement. Donc voilà, mais ça va être vraiment très complémentaire. L'idée, ça va être vraiment d'analyser tout ça conjointement entre les deux missions. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se faire d'ailleurs, d'avoir des programmes officiels pour mettre les données ensemble et travailler tous ensemble pour essayer d'apprendre des choses sur l'univers en utilisant tous ces jeux de données en même temps. D'accord. On a justement Tellement Mars qui est arrivé il y a pas très longtemps avec Poupoule qui vient d'arriver, bonsoir, qui te demande quelle est ta place là-dedans, où est-ce que tu travailles dans tout ça? Alors déjà, il faut dire que alors aujourd'hui, l'astronomie en France, c'est surtout ces grands programmes comme ça, c'est pas 10 personnes qui travaillent sur un projet, on est en train de parler de collaboration de milliers de personnes. Donc Euclid, je crois que ça doit être de l'ordre de 1500 ou 2000 personnes qui travaillent sur ce projet, réparties dans bon, tous les pays européens ou presque, mais aussi États-Unis, Japon, etc. Donc c'est vraiment énormément de personnes et avec des profils très différents. Donc des gens qui vont travailler sur l'instrumentation, sur la construction du télescope,
des gens qui vont travailler plus sur comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a les données pour les traiter, pour enlever tout ce qui parasite les images, hein, parce que quand vous voyez des belles images d'astronomie, il y a tout un travail pour arriver à ces belles images, bien évidemment. Par exemple, quand vous voyez une image simulée de à quoi va ressembler une image d'Euclide, vous voyez juste un exemple, plein de rayons cosmiques qui traversent l'image. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut nettoyer. Des Donc, satellites Starlink, tout ça? oui, pour LSST, pour Euclide, non, parce qu'on sera bien loin de tout Non, ça. pour Euclide, non, mais pour en dessous, pour le Vera Vera-Rubin, Rubin, ça va être plus problématique. ça va être un problème, ouais, effectivement, malheureusement. Donc voilà, donc il y a des gens qui travaillent plutôt sur ces aspects-là. Après, il y a des personnes qui vont travailler plus sur, une fois que ces images sont complètement nettoyées, qu'est-ce qu'on mesure à l'intérieur? Parce qu'il faut se rendre compte qu'on est en train de parler de milliards d'objets. Et donc, analyser ces objets, c'est aussi construire des algorithmes, donc faire ce qu'on appelle du HPC, du calcul haute performance, pour être capable euh, d'utiliser ces données et de les comprendre et d'en extraire un signal qui porte un sens pour la cosmologie. Et donc, une fois qu'on a été capable de faire ces mesures, donc utiliser des grands centres de calcul pour extraire tout ça, à partir des mesures, de quelques nombres finalement qu'on va mesurer dans toutes ces données, il y a tout un travail de comprendre est-ce que ces nombres, ils sont en accord avec ce qu'on croit être le modèle cosmologique, ce qu'on croit être l'univers et les lois qui le régissent, ou est-ce qu'on voit des petites différences? Quelles sont ces différences? Les caractériser, comprendre peut-être des choses sur la matière noire et comment elle évolue, sur l'énergie sombre, etc. Donc il y a vraiment des astrophysiciens un peu à toutes ces étapes-là, beaucoup de travail. Et donc moi, mon travail, puisque c'était ça la question de départ, donc moi je suis plutôt une théoricienne. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt voilà, les aspects de modélisation. Et donc j'arrive vraiment au dernier maillon de la chaîne. Ce que j'essaie de faire, c'est de construire voilà, des modèles pour pouvoir comparer les observations qu'on va faire avec ce type de télescope à notre modèle cosmologique. Et en comparant ces deux choses-là, apprendre des choses sur l'univers. Donc c'est vraiment un travail de modélisation qui est basé à la fois sur des simulations numériques, parce qu'il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas faire autrement, et puis en partie aussi sur vraiment des calculs analytiques, donc presque papier-crayon, hein, parce que l'univers à grande échelle, en fait, il peut se comprendre avec un papier et un crayon. Donc c'est un petit peu un mélange de ces deux choses-là. D'accord. Donc toi, tu arrives vraiment au bout quand il s'agit de comparer les résultats finaux avec tes simulations. Tout à Euh, fait, c'est ça. alors, effectivement, ces télescopes qu'on a vus au sol ou dans l'espace sont quand même effectivement des télescopes qui fonctionnent, qui captent de la lumière visible, globalement. Oui. Euh, du coup, ce sont des télescopes qui, outre leur taille, ressemblent dans le principe aux télescopes d'astronomes qu'on peut sortir le soir dans le jardin. Et Cygnus 38 demandait le radiotélescope de Nancy est-il utilisé pour ce genre d'observation et plus généralement, je voudrais rajouter, est-ce que on utilise d'autres longueurs d'onde, comme les ondes radio, pour ce genre de travaux cosmologiques, ou est-ce qu'on s'en tient quand même plutôt à la lumière visible? Alors en fait, aujourd'hui en astronomie, on utilise vraiment toutes les longueurs d'onde. Donc l'optique gravitationnelle dont je parle ici, effectivement, elle est basée sur de l'imagerie, hein. On observe des photons dans le visible et on essaie de mesurer des formes de galaxies. Donc là, effectivement, on est dans la lumière visible. Par contre, c'est pas le seul, comment on pourrait dire, la seule sonde qui nous permet d'apprendre des choses sur l'univers. On ne fait pas que de l'optique gravitationnelle pour essayer de comprendre la matière noire et l'énergie sombre, par exemple. Il y a d'autres choses. Donc, par exemple, il y a ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure en regardant le SDSS, c'est cartographie 3D de la distribution des galaxies. Donc ça, c'est en jargon, on appelle ça du clustering. Donc, comment se répartissent les galaxies dans l'univers. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Là, il faut prendre des spectres des galaxies. Donc, par exemple, avec Euclide, on va faire un petit peu ça. On va prendre des spectres. Il va y avoir un spectrophotomètre dans l'infrarouge cette fois-ci, puisque les longueurs d'onde correspondantes en fait sont dans l'infrarouge proche. Donc voilà. Donc ça, c'est deux choses. Après, il y a pas non plus que ça. Donc effectivement, on peut faire de la cosmologie aussi avec les ondes radio. Donc là, il y a énormément d'activités aujourd'hui en astrophysique pour justement utiliser la radioastronomie pour faire de la cosmologie. Donc ça mériterait, je pense, un planétarium atome entier là-dessus. Eh ben, on essaiera Par d'en exemple, faire un. oui, SCA, par exemple, ça va être un programme absolument magnifique pour faire de la cosmologie, euh, effectivement avec un radiotélescope ou en tout cas des réseaux comme ça.
Donc, ce serait un très beau sujet, effectivement. Il y a beaucoup de choses à apprendre grâce à ce signal. Et en fait, au final, ce qu'on fera de toute façon, c'est que toutes ces expériences, on va en fait les mettre ensemble pour essayer d'extraire le maximum d'informations de tout ce qu'on peut apprendre. Donc, en fait, les astrophysiciens, maintenant, ils travaillent de façon conjointe pour essayer non plus d'analyser chacune des observations séparément, donc les observations d'Euclide, les observations de SKA dans le futur, par exemple, mais vraiment de faire ça ensemble, parce qu'il y a plus d'informations ensemble que séparément, en fait. Bien C'est sûr. 1 plus 1 n'est pas égal à 2 ici. D'accord. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Justement, tiens, tant qu'on parle de ces masses d'informations, j'imagine que Euclide, alors tu disais, on a quasiment 1 milliard de galaxies par an qui vont être analysées, À peu donc près la durée de la mission. voilà, enfin, c'est quelque chose d'assez fou. Quand on parle des super télescopes terrestres, comme on avait tout à l'heure avec le Vera Rubin, on a des quantités de données encore plus monstrueuses qui vont sortir des détecteurs chaque nuit. Et Giffereux disait, l'informatique va-t-elle réussir à suivre avec de tels projets, stockage en particulier, mais aussi en ressources, en énergie. C'est vrai qu'on ne stocke pas ça sur l'ordinateur portable de la maison. Non, tout à fait. Alors, par exemple, pour Euclide, si on veut parler d'Euclide, on donne toujours un petit peu cette analogie, mais typiquement, Euclide, l'ensemble des données qui seront, dont on va faire l'acquisition avec un instrument de ce type, c'est à peu près 170 pétaoctets, hein, au final. Donc juste pour se rendre compte, si on mettait ça sur des disques durs qu'on a tous chez nous, il faudrait faire une pile d'à peu près 3 kilomètres de haut, je crois. Donc voilà, 3 kilomètres de disques durs si on a envie de pouvoir, mettre toutes les données Ok. d'Euclide, quelque part. Donc on voit déjà quand même juste visuellement que c'est quelque chose de très important. Donc il y a cet aspect stockage, effectivement. Il y a aussi l'aspect, effectivement, ressources informatiques, ressources CPU. Donc je le disais, pour l'analyse des données, pour aussi faire des simulations et en fait théoriques, hein, pour comprendre comment comparer observation et simulation. Tout ça, c'est vraiment un domaine qui est limité aujourd'hui par nos capacités de calcul. Donc on ne peut pas faire les simulations qu'on aimerait faire. On ne peut pas simuler tout ce que va avoir Euclide parce que tout simplement, c'est trop, un volume trop important et il faudrait trop de résolution. On n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Donc c'est une vraie limitation et ce sera d'autant plus criant dans le futur. Donc Euclide, je vous disais, 170 pétaoctets de données, mais si on commence à parler, on parlait de radioastronomie à l'instant, donc si on commence à parler de SCA dans le futur, ça va être quelque chose d'absolument monumental. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, on sache exactement comment on va faire pour gérer ces données, cette quantité gigantesque de données. Donc, c'est vraiment en fait un sujet d'étude en soi qu'il va falloir régler dans les années qui arrivent, effectivement. Et là, on a peut-être aussi un exemple parmi tellement d'autres d'applications de la vie quotidienne qui peuvent découler de recherches qui, comme celle-ci, sont quand même effectivement des recherches extrêmement théoriques, hein. C'est vrai que le fait de comprendre la distribution des galaxies dans l'univers va pas nous aider demain matin à mieux traverser la route, mais on relève aussi des défis technologiques, industriels, eux sont gigantesques et qui sont relevés pour ce genre de projet et qui eux ont une application dans le monde d'aujourd'hui ou de demain. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Donc ça l'est, on parlait ici plutôt de ressources informatiques, de stockage, donc c'est un des aspects. Il y a aussi tout l'aspect développement technologique, industriel lié à la construction des instruments, par exemple. Donc ça, c'est aussi des choses que les industries aiment bien parce qu'en fait, les projets astrophysiques, ils permettent des développements technologiques qui après ont des répercussions parce qu'ils peuvent être réutilisés dans d'autres contextes. Donc effectivement, l'impact après de cette science fondamentale qui peut nous paraître un peu éloignée de la réalité, en fait, il y a effectivement un impact, notamment du fait de ces développements technologiques qui est important, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, je vois une question dans le chat très intéressante sur justement le stockage des données dont on parlait. Et la question donc, de Mathias qui demandait est-ce que chaque observatoire laboratoire détient une partie des données. Donc effectivement, c'est une question. La question de la gestion des données, elle est très importante dans le cadre de ces grandes missions. Donc, pour donner un exemple, pour celui de Clean, en fait, on va avoir des centres de calcul qui vont accueillir, on va dire, une partie des données. Donc tout ça, c'est une gestion. Vous voyez, par exemple, Euclid, c'est un satellite, donc un télescope de l'Agence spatiale européenne. Donc bien sûr, il faut que chaque pays qui contribue au développement de cet instrument récupère un peu quelque chose.
Et donc, toutes les données ne vont pas être gérées par la France ou par l'Italie ou par l'Espagne, par exemple. Mais donc, il faut aussi répartir un petit peu dans tous les territoires. Et donc, on va avoir des centres de calcul dans différentes régions. Et on va se répartir un petit peu les données pour que voilà, chacun puisse participer au stockage massif des données qui seront faites. Et c'est un petit peu le cas pour toutes les grandes manips. Donc, par exemple, moi, dans mon laboratoire, il ne va pas y avoir les données Euclid au sous-sol. C'est vraiment dans des grands centres de stockage Je crois, je crois, nationaux, en fait. je crois qu'en France, c'est Lyon et Paris, hein, les deux plus grands centres de calcul spécialement dédiés au stockage et au traitement de ces données scientifiques. Tout à fait. Donc Euclid, on sera au centre qu'on appelle le CCIN2P3, donc le centre de calcul de l'IN2P3 qui est effectivement à Lyon, tout à fait. D'accord. Et qui d'ailleurs stocke aussi bien des données astronomiques que des résultats du CERN à Genève. Donc il n'est pas centre de stockage, est dédié à la science et à toutes les expériences qui déversent des marées entières de données, mais pas exclusivement pour une expérience en particulier. Tout à fait. D'accord. Bien, et ben je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a même réussi à pas finir trop en retard. C'était vraiment un vrai plaisir, Sandrine, de pouvoir discuter avec toi et puis d'avoir toutes ces informations. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à passer cette heure ensemble. Donc on arrive sur la fin. Ce que l'on va faire, donc je vais juste vous dire que pour la suite de la semaine, donc on va continuer à se voir, hein, on se voit tous les 2 jours. Donc aujourd'hui nous recevions Sandrine, mercredi c'est le médiateur at home, donc la semaine dernière c'était Camille, ma collègue, cette semaine c'est moi qui vais reprendre le petit jeu KSP, on va retourner dans l'espace, on va faire de la mécanique spatiale, on va aller se déplacer entre la Terre et la Lune. Donc ça, ce sera mercredi à 16h. Et vendredi, c'est Camille qui sera de nouveau sur la chaîne Twitch du Planétarium pour un YouTuber at home. Je crois que cette semaine, c'est Melvac. Donc on va parler des océans. On va faire le lien entre les océans et l'astronomie. Et puis ensuite, pour après, on est encore en train de voir comment est-ce que on va s'organiser pour les vacances de Noël. Voilà. Merci à tous et à toutes d'être restés avec nous, de nous avoir suivis, d'avoir posé toutes ces questions passionnantes. Et puis, ben, on va se retrouver ces jours prochains. Merci beaucoup, Sandrine, à toi d'avoir été Merci à notre vous. invitée. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Du coup, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, évidemment, dès qu'on en aura appris plus sur la matière noire ou l'expansion de l'univers, je compte sur toi pour que on en discute encore, peut-être ces temps prochains. Ça arrivera peut-être pas demain, donc on a encore le temps de voir venir les choses. Oui. Merci beaucoup à toi, merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.